Alors salut Timur, Salut. est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Timur Hersen, je suis architecte et artisan. Moi j'ai grandi dans la campagne où en gros les étés je faisais maçon dans la boîte dans laquelle mon oncle travaille pour gagner de l'argent on va dire. Donc j'ai d'abord fait quelques mois de maçonnerie, ensuite j'ai fait l'école d'archi juste après le lycée à Lyon avec un an d'Erasmus en Suisse et puis la dernière année de diplôme en Master 2, en fait, j'ai décidé de faire le Solar Décathlon. Je sais pas si, enfin, c'était en partenariat avec l'école de Grenoble. Et du coup, j'allais pas mal à Grenoble. Et en fait, c'est grâce à ce projet-là que j'ai découvert, grâce à Crater, en fait, grâce à une conférence ou je sais plus quoi, j'ai vu le travail de la construction en terre, j'ai vu le travail de Martin Rohr. Et en fait, à la fin du diplôme, après le diplôme, je savais pas trop quoi faire. Et en fait, j'ai regardé plus le travail de Martin Rohr et j'ai un peu halluciné quoi, de ce qui était possible de faire avec la Terre. Et donc je me suis dit, si ça c'est possible, il faut que j'apprenne, quoi, c'est trop beau. Et donc je l'ai appelé, et puis en fait, c'est tombé pile à un moment où il cherchait quelqu'un pour un projet qu'il faisait à Bâle. Avec Herzog de Meuron, il faisait une nouvelle halle pour Ricola. Du coup, il m'a dit de venir bosser. Je savais pas trop, je crois que, un peu comme tout le monde, je savais pas trop est-ce qu'il est archi, artisan, je sais pas trop. Et en fait, l'entretien, c'était de venir avec, fallait que je vienne à l'entretien avec chaussures de sécurité et tout. Je me dis ok. Et puis en fait, j'ai passé une journée de chantier avec eux à l'entretien, je trouve ça trop ouf. Et du coup, ils m'ont pris et j'ai bossé un an là-bas sur ce chantier en tant qu'ouvrier quoi. Et en fait, voilà, je me suis formé, enfin, j'étais apprenti finalement pendant un an. Et ensuite, je suis retourné un peu en archi chez Anna Heringer, donc une architecte allemande, pour faire ma HMO. Et ensuite, j'ai eu l'occasion d'être archi-artisan, enfin archi et ouvrier sur un projet au Mexique, où j'ai dessiné le projet et j'étais ouvrier. Donc j'y suis allé. Et ensuite, une fois que j'ai, entre guillemets, quasiment goûté à ça, ça me faisait pas du tout rêver de revenir en France et de travailler dans une agence. C'était trop bien d'être sur le chantier. Et du coup, j'ai décidé de partir en Turquie pendant 2 ans, comme je suis moitié turc. Et du coup, j'ai essayé pendant 2 ans de proposer la construction en pisé. J'ai fait quelques petits trucs, mais ça n'a jamais vraiment abouti en 2 ans sur des vrais projets. J'ai eu un vrai projet où j'étais archi et artisan, mais il s'est abandonné au bout de 6 mois. Mais sinon, voilà, j'ai fait des workshops, d'expérimentation et je me suis auto-formé, on va dire quasiment. Parce que c'est pas en un an de chantier chez un artisan qu'on devient artisan, quoi. Donc je me suis auto-formé et ensuite je suis revenu en France parce qu'en 2016, il y avait Terra 2016. Et en fait, pendant 2 ans en Turquie, j'avais un peu l'impression d'essayer de forcer les gens à construire en terre, ils n'en avaient pas vraiment envie. Et du coup, je perdais beaucoup d'énergie à essayer de convaincre. Et puis à ce moment-là, en France, en fait, j'ai halluciné. Je suis allé à Terra 2016. Je me dis, mais attends, il y a plein de gens qui veulent construire en terre. Il y a plein de gens qui construisent en terre. Il y a l'air d'avoir une communauté de fous qui construisent en terre. Du coup, je me suis dit, en fait, je perds trop d'énergie pour l'instant en Turquie. Il faut que j'aille en France et que j'essaye aussi de voir si je sers à quelque chose avec ce que j'ai appris, quoi. Et en fait, quand je suis revenu ici, on s'est installé dans la Drôme. Et en fait, on m'a commencé à me demander tu sais faire un sol en pisé, parce que j'ai appris à faire les sols en pisé chez Martin Rohr. Ok, je fais un sol en pisé. Puis ensuite, on m'a demandé un mobilier en pisé. J'ai fait bon, vas-y, ok, je passe en CAP maçonnerie et en validation d'acquis. Et j'ouvre une entreprise, quoi. Quand tu arrives sur un nouveau chantier, finalement l'idée toi c'est de chercher la bonne terre avec Ouais. les bons mélanges, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le processus Ouais. par lequel tu passes? C'est en étant en Turquie que j'ai appris par mimétisme en fait, en essayant presque de retrouver les mêmes sensations qu'on avait avec la terre de Suisse, de trouver. Et en fait, j'ai remarqué déjà qu'en Turquie, je sais pas, maximum 20-30 km autour de chaque village où on pouvait aller, tu trouvais tout le temps ce qu'il fallait. Soit directement de la bonne terre, mais ça c'était quand même rare, soit il manquait juste un peu d'argile ou il manquait un peu de cailloux, voilà. Et en fait, c'est ce que je fais donc à chaque projet, c'est donc le plus en amont possible. Je vais sur site. Donc la première chose, c'est regarder la terre d'excavation le jour de la première excavation, ou alors si possible un peu en amont encore. Je regarde qu'est-ce qu'il y a sous le futur bâtiment.
si c'est utilisable, si c'est utilisable à 100%, si c'est utilisable qu'en proportion, qu'est-ce qui manque si c'est pas tout à fait bon. Et ensuite, la prochaine étape, c'est les chantiers aux alentours, même si je le fais rarement, parce que compter sur des chantiers autour, c'est rare, parce que le timing de ce chantier, de l'excavation, ça correspond pas forcément. Voilà, donc je fais plutôt les carrières. Donc les carrières autour des projets, parce qu'il y a souvent des carrières à cause pour le béton, pour la pierre. Et en fait, souvent, eux, ils ont de la terre qu'ils n'utilisent pas, en fait. Et ça les arrange presque de la récupérer. Donc voilà, je fais les tours des carrières. Je réunis toutes ces terres-là qui me semblent utilisables. Je les ramène en échantillon, on va dire, dans mon atelier. Et là, je regarde, je fais des mélanges, je rajoute ci, je rajoute ça. Et des fois, je recompose la terre. Des fois, on trouve la terre nickel. Quand on était en Isère, on a trouvé une terre dans la carrière d'à côté. Ça s'appelle une découverte. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est qu'en gros, dans une carrière, quand ils ont fini d'utiliser un endroit, ils découvrent un autre endroit. Et en fait, dans cette carrière-là, tu avais le premier mètre qui est trop argileux pour eux. Ça leur demande trop d'argent et d'efforts pour laver l'argile, pour récupérer les cailloux. Du coup, cette terre-là, ils la mettent de côté. Et ils vont creuser plus profond. Et en fait, cette terre-là, c'est de la terre à piser, quoi. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Et tu le vois, tous les bâtiments autour sont construits en pisé. Donc en fait, logiquement, elle est là. Et donc là, on n'a pas fait de mélange, mais on avait rajouté quelques cailloux. Mais en fait, maintenant, je me rends compte que je pense que si je refaisais le projet, je rajouterais rien du tout. Et sinon, dans d'autres projets, là, on recompose en fonction de ce qu'on trouve, quoi. Alors du coup, toi, tu t'es auto-formé, puis tu as appris en Autriche. Ouais. Mais est-ce qu'en France, tu as trouvé des gens qui avaient des compétences? Est-ce que tu t'es entouré je sais pas, d'artisans qui avaient ces savoir-faire-là et qui les mettent en œuvre dans la région? Ou vers qui tu t'es tourné, par exemple En fait, j'avoue que quand je suis revenu en France, il y avait donc ce Terra 2016, j'ai rencontré des gens et tout. Je connaissais des gens un peu de Cratère. Enfin... des archis aussi, mais non, pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas rentré dans les réseaux de construction en terre. C'est parce que je voulais me concentrer, je ne me sentais pas encore légitime, on va dire, de faire partie d'un réseau. Je voulais aussi continuer à apprendre, expérimenter, et avant de pouvoir partager. Parce qu'en France, le savoir-faire, même s'il a été presque perdu, ça fait quand même 40 ans qu'il y a des gens qui font du pisé. Moi, ça fait que 4 ans que je suis en France. Et donc, vous connaissez sûrement Nicolas Meunier. Il y a d'autres Archivolt. Il y a plein d'autres entreprises qui ont plus de recul et tout. Et j'ai pas encore trop eu l'occasion de partager avec eux sur le savoir-faire, comment eux ils font, comment moi je fais, qu'est-ce qu'on peut échanger. Mais ça avoue que ce serait intéressant, ouais. Ce serait intéressant de faire ça, mais je ne l'ai pas encore fait, ouais. Moi, en ce moment, on sent qu'il y a un engouement pour la construction en terre, peut-être, on pourrait dire ça. Et contrairement à des constructions plus standardisées comme le béton, c'est quoi l'avantage pour toi de la construction terre dans la fabrication et peut-être aussi pour les gens qui travaillent avec toi? Et qu'est-ce que ça engage de différent, par exemple? En fait, déjà, c'est un plaisir de le faire, de manipuler ce matériau. Moi, ça me passionne de tasser de la terre, de faire comme des pâtés de sable, quoi. C'est des pâtés de sable, quoi. On tasse de la terre, on ouvre et c'est un porteur. C'est un truc de fou, quoi. Et donc ça, c'est passionnant. Ensuite, ça demande aussi justement de la connaissance du matériau en lui-même. J'appelle pas une carrière en me disant fournis-moi tant de mètres cubes de je sais pas quoi, je réfléchis pas, je le mets en œuvre, quoi. On maîtrise un peu plus quand même notre savoir-faire de A à Z, quoi. Et donc ça donne aussi confiance, je pense, en soi et en tous ceux qui sont avec moi à chaque fois sur les chantiers. Et, tu gagnes de la confiance, t'es aussi un peu, je sais pas, je pense, c'est vraiment le savoir-faire, c'est un truc je l'ai pas tout à fait encore digéré, mais je pense que c'est vraiment une notion centrale dans la construction en terre, en bois, et de maîtriser un savoir-faire. Ça permet aussi déjà de ne pas être exploitable, ce qui est pas mal, puisqu'on ne peut pas te remplacer. T'es pas interchangeable, quoi. Voilà. Et voilà, ça, je sais pas. C'est gratifiant aussi, enfin, t'as pas l'impression de faire toujours la même chose. Ouais, déjà, ça.
Parce que le béton, enfin, si on parle du béton ou autre, quoi, même les structures bois, on en parlait aussi. Ouais. Il y a un truc qui est très standardisé où finalement l'artisan, Voilà, c'est plus vraiment un artisan, c'est un espèce de mécano, quoi. Mais je me demande si c'est pas le matériau ou la technique en elle-même qui est standardisée, c'est plutôt notre façon de construire qui est standardisée. Le béton, je veux dire, il y a des gens, enfin tu vois, quand tu vois des bâtiments de Scarpa ou autres, où il y avait un savoir-faire de fou, de coffrage, tout ça, ça peut être passionnant aussi, tu vois. Mais c'est juste maintenant, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une pente un peu de normalisation, standardisation, qui est surtout liée au modèle économique de faire des économies, aller plus vite, vendre plus, avec plus de marge et machin. Et ce qui fait qu'en fait, enfin je pense que l'erreur principale de la standardisation, c'est qu'en fait, nous, on n'est pas des machines. Enfin, les humains, on n'est pas des machines. Et donc, nous, ça nous fait chier de répéter des trucs. Une machine, elle s'en fout, elle, de répéter des parpaings toute la journée. Mais un humain, il n'a pas envie de faire ça, quoi. Ça satisfait personne de poser voilà, de faire un truc répétitif toute sa vie. Et du coup, en fait, en construisant en terre, en construisant autrement, en fait, ça pourrait être en béton aussi, hein, mais en fait, c'est déjà de ça, de refuser, entre guillemets, de standardiser des savoir-faire, quoi. Il y a un truc où tu te considères, enfin, tu trouves aussi ta place en tant qu'être humain au milieu des machines de construction. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Tu te sens encore un peu utile, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Même si, j'avoue que voilà, il y a le pisé, par exemple, dont on parlait au Maroc, ou même en France, il y a des décennies, qui était ultra sobre, par nécessité et par logique. Maintenant, c'est un peu moins sobre en énergie, parce que en fait, nous, on est aussi coincé dans des règles d'aller vite. Aussi, tu as envie peut-être s'il faut aller vite, en fait, tu n'as pas envie de te cramer non plus, donc tu utilises les machines pour soulager le corps. Donc, mais c'est juste un équilibre à trouver qui est intéressant à réfléchir, tu vois. Ça, c'est jusqu'où tu vas, jusqu'à quel outil, à partir de quel outillage tu te fais dominer par tes outils plutôt que c'est toi qui te sers des outils, tu vois. Et je trouve ça trop intéressant de réfléchir à ça. Tu fais partie des rares qui font de la terre aujourd'hui, et que finalement, c'est un peu t'as un peu un devoir d'exemplarité dans le sens où les gens qui voudraient aller vers la terre, ils vont regarder ce qui se fait actuellement et du coup ils voient ce que tu fais toi et du coup tu te sens obligé d'être exemplaire dans tes finitions, dans tes qualités pour vendre bien ce matériau. Est-ce que du coup tu as l'impression d'être un peu piégé des fois dans ce truc-là? En fait, je ne suis pas piégé, mais en tout cas, dans tous les cas, c'est juste un constat, c'est qu'il n'y a pas 1 million de projets en pisé par an, quoi. À chaque fois, enfin des fois c'est un peu frustrant aussi, c'est peut-être et là tu as fait un effort pendant 2 mois, tu as bossé à fond sur un projet, à 6 personnes, et tu sais très bien que pendant ce temps-là, il y a 1 million de mètres cubes de béton qui se sont coulés à côté, quoi. Et est-ce que je sers à grand chose? Je sais pas. J'essaye de réfléchir à qu'est-ce qui me paraît faire sens et pas sens et quelles limites. Bon, déjà par exemple, on parle souvent de la stabilisation, pas stabiliser. Ça c'est un truc que j'ai déjà décidé en amont, c'est en fait, vu que je l'ai appris de manière, il y a avec Martin Rauch qui stabilise pas, qui a fait ce choix de pas stabiliser, vu que traditionnellement il ne stabilisait pas. En fait, je vois même pas l'intérêt de stabiliser en fait, puisque tu peux le faire sans, je vois pas l'intérêt. Donc ça c'est déjà des choix. Mais en France, je crois pas qu'il y ait des gens qui stabilisent. Enfin, je sais pas. Mais en France, j'ai l'impression que comme on a le savoir-faire et on a peut-être cette culture, donc ça fait aussi, ça te dire, t'as l'air un peu con, quoi, si tu stabilises ton bâtiment alors que pendant des milliers d'années ça n'a pas été stabilisé, quoi. Et bref, il y a ces choix-là. Ensuite, il y a des choix de détails techniques, vu qu'on est dans un monde maintenant où voilà, les projets ils passent par plusieurs filtres. Il y a les bureaux d'études structure, il y a les zones sismiques, tout ça à prévoir, et il y a plein de gens qui travaillent dessus. Il y a pas que l'artisan qui vient et qui construit, quoi, qui répond face à lui-même et au client. Là, il y a plein de filtres, et tous ces filtres-là, ils rajoutent des complexités, des améliorations positives, des fois négatives aussi. Voilà, il faut se positionner là-dessus. On en parlait, donc pour le projet Paris, c'était par rapport au chaînage béton armé, où voilà, moi je pensais que c'était pas nécessaire. On a réussi à convaincre que c'était pas nécessaire. C'est juste que ça demande pas mal de travail de convaincre et tout ça. Mais on a réussi là-dessus, et c'est des trucs que j'essaye de faire, d'aller vers ces trucs. Après, des fois, tu fais des compromis, hein. Franchement, il y a tellement peu de projets que tu es obligé de faire des compromis. Bon, ok, si là on est obligé de faire un linteau béton armé au lieu de faire un linteau pierre ou un linteau bois, bon bah voilà. Enfin bref, il y a quelques compromis. Mais effectivement, en tout cas, je pense que c'est comme. Je dirais que c'est comme le vote en fait.
tu es obligé de faire, pendant que tu fais cet acte-là de voter ou de construire un bâtiment pisé, bah, tu n'essaies pas de penser qu'à toi. Tu essaies de penser soit à l'intérêt général ou commun ou à la filière. Tu essaies de prendre du recul sur le truc. Mais même après, il faut assumer tous les compromis que tu as fait aussi. Tu vois. Mais bref, je le vois un peu comme ça. Quoi. Okay. Qu'est-ce que tu penses du fait de montrer la terre? Nous, on était au Maroc, on a rencontré un entrepreneur qui construisait en terre, Oussama Moukmir, il nous disait que c'était un non-sens finalement, si on pense vraiment économie de moyens, écologie, le fait de montrer la terre, là on est au début du renouveau de la construction en terre, donc on se doit, il y a une sorte de pédagogie, on montre le matériau parce qu'il est beau. Je dirais juste qu'il y a un truc bizarre, c'est que je pense que maintenant il y a tellement peu de projets en pisé et en terre crue, on va dire en général, que quand il y a quelqu'un, un archi, qui a envie de faire la terre, ben presque, je veux pas parler pour eux, mais j'ai l'impression qu'ils veulent montrer qu'il y a un projet en terre, quoi. Et donc ça, des fois, ça t'amène pas à dépenser trop d'énergie, mais à faire des choix illogiques d'isolation. Ça fait des choix techniques qui sont bizarres. Parce que tu forces un truc, je veux voir la terre extérieure, et quand tu forces dès le départ un truc comme ça, c'est-à-dire que après tu forces ton complexe de mur à correspondre à ça, et c'est un peu bizarre. Et des fois, tu te rends compte qu'en fait, tu as fait, bon, ok, il est porteur, le mur en pisé, mais en fait, c'est un gros enduit porteur extérieur, quoi, finalement, parce que tu n'utilises aucune de ces capacités de régulation thermique et hygrométrique, parce que tu fais un enduit, un isolant à l'intérieur et tu te coupes de tout ça. Mais je pense que là, c'est juste qu'on est dans une phase, justement, comme tu disais, d'un peu de renouveau et tout. Je pense que ça va changer, on va se poser des questions un peu plus... Déjà là, on fait des petits pas, en fait. On fait des murs porteurs en pisé dans les marchés publics. Voilà, il faut convaincre plus de monde, que ça... Chaque exemple permet, même s'il y a quelques erreurs d'isolation, de machin, ça permet un petit peu d'avancer, même si on aimerait être directement plus radical. Est-ce que tu as travaillé en commande publique et est-ce que c'est compliqué d'avoir des murs porteurs vraiment? Est-ce que de les amener par rapport à des ingénieurs qui ont peut-être pas forcément les habitudes, les réflexes, parce qu'ils travaillent sur on leur apprend à construire en béton, à dimensionner en béton. Comment toi tu as fait? Est-ce que tu as dû pas batailler mais prouver un peu par les faits que ça marche? Et comment tu te positionnes? Déjà pour expliquer le contexte, moi j'ai fait que 1, 2, 3, 4 bâtiments, 4 marchés publics en tant qu'artisan pisé, 3 porteurs et 1 non porteur. Il n'y a pas eu trop de soucis au final, parce que déjà pour que le marché sorte en pisé, je pense qu'ils ont déjà sélectionné le bureau de contrôle en fonction. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on tombe finalement toujours sur les mêmes bureaux de contrôle et les mêmes ingés structures. Donc il y a déjà un travail de fait en amont. Mais par contre, effectivement, après, c'est sur les détails de chaînage, de choses comme ça, de tirants, de machins, où c'est difficile comme discussion des fois. C'est super intéressant, mais c'est difficile parce qu'en fait, on parle entre un ingénieur structure qui a la connaissance structurelle, les calculs, tout ça, une culture de ça, et moi, je l'ai pas ça. Parce que artisan, je n'ai pas cette culture de structure, donc c'est-à-dire que je ne peux pas lui avancer des arguments concrets. Lui, on ne maîtrise pas la même langue, quoi. Et donc aussi, j'ai remarqué que l'existant, donc les bâtiments existants, les 1 million au moins de bâtiments recensés, porteurs, en pisé dans le Rhône-Alpes, ce n'est pas du tout pris en compte. Ce n'est pas un argument pris en compte. Et je comprends le point de vue, mais... des fois, c'est bizarre aussi, parce que tu te retrouves dans un village tout en pisé, des bâtiments R+2, R+3 qui sont là depuis 200 ans, et toi, pour un rez-de-chaussée juste à côté, dans le même village, donc sur la même planète, à faire un truc où on met des tirants, du béton armé, et donc tu te dis, ok, j'ai pas les arguments pour lui dire que j'ai l'impression que c'est bizarre, mais j'ai quand même cette impression-là, tu vois. Mais donc c'est juste, je sais pas, faudrait peut-être aussi se former à la structure et tout ça. Mais c'est juste que je pense que pour l'instant, en fait, construire un bâtiment public en pisé porteur, déjà il faut franchir plein de barrières. Du coup,
bah, y a aussi la maîtrise d'ouvrage à convaincre. Et bah, si tu as un artisan qui dit il n'y en a pas besoin et tu as l'ingé structure qui dit si il y en a besoin, bah, lui il va croire l'ingé structure parce que lui voilà, il est compétent là-dessus. Et nous, on n'est pas considérés comme compétents là-dessus. Quand tu as rencontré sur le chantier à Paris, tu disais qu'il fallait justement qu'il y ait un élan de la part de ces archis là, qui se questionnaient sur peut-être des modes de production plus classiques en agence. Et de basculer vers de la conception vers la construction, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces gens-là, par exemple? Bah après, c'est presque un peu tout le temps par provocation aussi que je le fais, parce que vu que moi je suis rentré dedans, bah, c'est facile de mon point de vue de titiller là-dessus. Mais c'est juste parce qu'en fait, je vois très bien qu'il y a de plus en plus d'intérêt de la part des archis et des designers vers ces modes-là de construction. Mais ensuite, par contre, on te reproche presque de ne pas être capable de répondre ou de ne pas pouvoir faire ça, de pas avoir ça. Et en fait, et du coup, on sent pas mal d'archis qui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à faire leur bâtiment en terre, ils n'arrivent pas à que ça sorte, ils ne trouvent pas l'artisan en face. Bah, en fait, tu as envie de dire, oui, mais parce qu'il faut qu'il y ait des gens pour le faire. En fait, il faut plus. C'est bien que la demande augmente et que l'intérêt augmente, mais il faut aussi des gens pour le faire, quoi. Et en fait, si on attend que pour l'instant, dans les CFA ou qui forment les maçons, ils parlent pas trop de pisé, de terre et tout ça. Et donc, si tu veux vraiment essayer de changer les choses, alors que toi, tu es au courant, tu arrives à avoir les infos, à t'y intéresser, et de temps en temps faire des stages de chantier participatif, tout ça, mais en fait, pour avoir vraiment une action concrète, moi, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait aussi parce que, en fait, j'avais envie que ça avance, quoi, et de faire des murs, et en faisant des exemples, enfin, j'en sais rien, de faire plus de murs, bah, ça permet de faire avancer les choses, quoi. Sur le coût, en fait, de tout ça, Ouais. parce que nous, du coup, au Maroc cet été, on a vu des artisans qui travaillaient. Le coût de la main-d'œuvre, on va dire qu'il est bien moindre dans ces pays, donc on peut se permettre de peut-être faire des chantiers plus facilement. Ici, ce qui pourrait être un vrai argument contre la construction, c'est que ça coûte cher et les maîtrises d'ouvrage ont peur de ça. Toi, qu'est-ce que tu réponds à ça? En fait, j'essaye de plus utiliser le mot cher, même si au final on l'utilise, mais c'est parce que cher, il y a une connotation de dire c'est trop cher, ça vaut pas ça, entre guillemets. Et alors que moi je dirais le contraire, c'est que le ciment, un sac de ciment bon, on compare souvent au ciment, mais le sac de ciment à 12 € là, ça vaut pas ça, ça vaut beaucoup plus ça. Ça devrait valoir beaucoup plus, quoi, c'est un truc de fou. Ce truc-là, il a fallu une énergie de malade pour le mettre. Et un sac de ciment va coûter plus cher qu'un seau de terre, quoi. Et donc il y a un truc qui va pas, et du coup, on va parler de comparaison de prix dans un monde qui marche pas correctement, quoi. Donc ça va être difficile de comparer. Parce qu'en fait, c'est pour ça que des fois j'aime bien quand on nous titille, enfin moi en tout cas on me titille là-dessus souvent, quand tu réponds, tu fais un devis et tout, on dit attends mais c'est quoi ce prix de fou, souvent c'est pour ça que je parlais des ingénieurs, mais c'est des ingénieurs qui te disent c'est trop cher, le pisé, ben en fait moi je leur dis bah ok si c'est trop cher, c'est quoi ton salaire toi? Et je vais te dire mon salaire, on va voir ton salaire, on va voir qui est trop cher. Et en fait, donc ça veut rien dire trop cher en fait. Effectivement ça a un coût, puisque comme tu disais ça demande de la main d'œuvre. Et on est dans un modèle économique qui favorise l'industrialisation et la mécanisation. Et donc ça veut dire que nous, on a un peu deux choix. Soit on mécanise à fond pour s'adapter au modèle économique actuel et rendre plus accessible cette technique-là. Mais tu fais des compromis sur, j'en sais rien moi, sur peut-être la limite dont on parlait de l'outil que tu domines et qui te domine, de choses comme ça, enfin bref, et la dépense d'énergie, puisque plus c'est des machines qui font, plus l'énergie des machines, la nourriture des machines, c'est de l'énergie, quoi. Et donc voilà, soit tu restes, t'essayes de faire avec autant de main d'œuvre, mais par contre forcément cette main d'œuvre elle a un coût. Et ensuite, du coup, ce coût de main d'œuvre, il faut essayer de réfléchir à qu'est-ce que c'est le coût de la main d'œuvre. Parce que, je veux dire, dans un marché public, en fait, donc de l'argent public, dépensé dans de la main d'œuvre, au final, ça revient de l'argent public, quoi. Parce que toutes les charges sociales, les cotisations sociales, tout ça, ça revient au pot commun. Donc ce pot commun paye ça. J'ai l'impression qu'il faudrait réfléchir aussi là-dessus et que ça fait presque plus sens. Enfin, ça fait plus sens de dépenser plus
en marché public dans des techniques qui demandent de la main-d'œuvre, plutôt que dépenser moins vers des entreprises qui, en plus de ça, eux, ils vont tout faire pour ne pas donner dans le pot commun, quoi. Et donc, je pense que voilà, en fait, il y a tellement de trucs à prendre en compte dans ces choix de cher, pas cher, tout ça qui sont difficiles. Après, il y a dans le concret des choses, effectivement, quelqu'un qui arrive et qui n'a pas le budget pour te payer ça, bah, soit tu as les alternatives d'essayer de réfléchir, ok, comment on peut diminuer les coûts, est-ce que c'est par les mécanisations, est-ce que c'est par la participation? Mais moi, je dirais plutôt que c'est dans le changement du modèle économique, quoi. Et là, moi, j'y peux rien, en fait. En tant qu'artisan, j'y peux rien. C'est pas moi qui fais les lois de l'économie. En tant que citoyen, je peux quelque chose, mais pas en tant qu'artisan, quoi. Et donc, moi, je suis plutôt à me dire qu'il faut déjà le vendre au bon prix, c'est-à-dire au prix qui fait que on maltraite personne et on sous-paye personne. Et si en face quelqu'un trouve ça trop cher, eh ben, désolé, je veux dire, on va pas travailler gratuitement. Et ensuite, en parallèle, par contre, ouais, si on a l'envie et tout, bah, d'essayer de réfléchir à un autre modèle économique, quoi, qui favorise pas la destruction de toutes les ressources et de la mécanisation de tout, quoi. Et ça, ouais, c'est plutôt politique, quoi. Peut-être pas la question aujourd'hui, mais... Et surtout que j'ai pas de solution. Mais bref.